Bonsoir à toutes et à tous. Salam. Je n'irai pas plus loin, car seul Gilbert pouvait être dans la Muqaddima, ce que je ne saurais jamais faire. Donc, bonsoir. J'ai mon anti-sèche avec moi. Hein. Alors, merci. Représente-toi. On verra après, on verra après. Non, même pas, c'était pas dans... C'est pas dans le texte, c'est pas dans le texte. Donc, merci d'être venus nombreux, d'avoir bravé les intempéries. Et pour ceux qui viennent de loin, vous êtes accommodés des galères routières et ferroviaires. Merci d'être venus à cette soirée d'hommage à Gilbert Meignet, ce grand historien de l'Algérie, mais je dirais grand historien tout court. Mais déjà, avant cet accomplissement, étudiant puis jeune enseignant, engagé dans les grands drames du pays et de la cité, notamment pour l'Algérie, mais aussi à Nancy, auprès des étudiants palestiniens, sans rien céder à des raisons mauvaises. L'enseignant-chercheur, à la fois exigeant et généreux avec ses étudiants comme avec ses amis, nous sommes plusieurs ici à pouvoir en témoigner, grand dévoreur d'archives écrites, notamment en duo avec son alter ego Mohamed Harbi, mais ouvert à bien d'autres sources, historien engagé, parlant cash et écrivant pareil, mais ouvert à une relecture des conflits historiographiques du passé, à l'aune des défis du présent, comme dans cette étonnante préface à la réédition de la thèse de Charles-Robert Ageron chez Bouchen. Initiateur avec Liozu de la protestation contre la loi du 23 février 2005, mais appelant les autorités algériennes à sortir de la culture du ressentiment. Je mets entre guillemets l'expression parce qu'elle est de Gilbert lui-même. Énorme travailleur dont j'ai pu apprécier l'abattage digne d'un staccanoviste aux archives de Vincennes. Et puis, passionné, toujours et encore, s'engageant ces dernières années dans une saga sur l'Algérie, depuis les origines, quand elle n'est pas encore l'Algérie, mais allant retrouver l'an passé en voyageur avec l'autre Gilbert, Grand Guillaume, le grand passé persan, que j'avais entrevu adolescent du côté des roses et des jardins d'Ispahan, en rêve bien sûr. Un homme suractif, prolixe en mail, que ses amis commentaient de temps à autre en blaguant. Gilbert et ses mails. Un homme d'une énergie incroyable et d'un grand courage, comme il l'a montré quand il a été rattrapé par la maladie et l'adversité. Hélène, sa fille, magistrate à Lyon, n'a pas pu, hélas, se libérer. Mieux que personne, avec ses deux frères, elle aurait pu parler de son père, mais aussi de sa mère, Pierrette, une grande dame, car il est impossible de séparer ce couple exceptionnel, parti symptomatiquement, symboliquement, au même moment, d'un même cœur. Il en est peut-être parmi vous qui ignorent que Pierrette Meignet a consacré sans relâche une grande partie de sa vie aux immigrés et plus particulièrement à leurs enfants. Le père Delorme, de la CIMAD, a pu en parler en premier témoin, lui qui a évoqué aussi le mystère d'amour de cette double disparition. Merci à Jean-Paul Chagnolot, créateur et président de l'IREMO, qui nous accueille dans ces lieux, qui a été longtemps le collègue de Gilbert à Nancy et resté depuis son ami, et puis à toute l'équipe de l'IREMO qui a rendu cette soirée possible.
Merci enfin à ceux qui ont accepté d'intervenir à cette occasion. 2 mots encore avant de les présenter. Tout d'abord, disons-le honnêtement, d'autres que nous, maîtres, élèves et amis, aînés et cadets, auraient eu toute leur place à cette table. Parmi les maîtres qui nous ont quittés et ont compté sans doute plus que d'autres pour Gilbert, Pierre Vidal-Naquet, qui a préfacé la version livre de la thèse océanique, je crois, 2000 pages, de Gilbert. Je suis un des rares à avoir eu l'intégrale entre les mains. 2000 pages. Et André Nouchy, bien sûr, son directeur de thèse, auquel, en retour, Gilbert a consacré une belle biographie en préface à la réédition de la thèse pionnière de son maître sur les paysans du Constantinois. Mais je pense aussi à Pierre Sorlin, pardon pour ceux que je n'aurais pas cités, Pierre Sorlin, heureusement bien vivant, sociologue, historien, pionnier du cinéma, ami de très longue date de son ancien étudiant, Sorlin chez lequel nous avons préparé la première mouture du Grand Colloque de Lyon 2006, organisé et piloté par Gilbert et Frédéric Abécassis, ici présent. Je regarde d'oublier Ahmed Koulaxis, qui a écrit avec Gilbert le beau livre médian sur l'émir Khaled, qui prend place entre la thèse de Gilbert et le dernier grand opus, avant cette saga sur l'Algérie remontant à une période quand elle n'est pas encore elle, et le grand opus sur le FLN de guerre. Un second mot ensuite sur cette soirée même, soirée d'hommage bien sûr, mais placée d'abord sous le signe de l'amitié et du partage. Le temps de la mémoire comme objet d'histoire viendra, celui de l'histoire aussi, évidemment, comme construction compréhensive du passé au présent et comme compréhension historiographique, dans laquelle Gilbert précisément trouvera toute sa place. Cela viendra, entrelacé, un peu plus tard. Bientôt, je crois, car de bonnes mains s'en occupent à Lyon. Mais ce soir, le premier mot qui me vient avec amitié et partage, c'est présence. Présence de Gilbert et, comment dire, sans envolée mystique, présence de la présence. Mes paroles aux intervenants, je ne vais pas faire l'instituteur, pour 15 minutes chacun environ, avant de donner la parole dans la dernière demi-heure à la salle, car tous les présents qui le souhaitent ont vocation à intervenir, à continuer l'échange. Tous ces intervenants appartiennent à des générations et des disciplines différentes. Ils sont de formation, d'origine et de sensibilité différentes. Mais tous universitaires, liés à Gilbert d'une manière ou d'une autre. Certains connus de tous, d'autres un peu moins. Je ne vais pas les présenter un à un, car chacun d'eux pourrait dire, comme Genet à Sartre qui voulait faire sa biographie, après tout, s'il s'agit de moi, je suis encore le mieux placé. Pas de canevas fixé à l'avance, chacun parle comme il l'entend, comme il le sent, selon son cœur. Pas de canevas, mais quand même un ordre de passage, c'est sur ces mots que je termine, rassurez-vous, car j'ai été rattrapé, je l'avoue, par mon tropisme algérien, par un trait sans doute plus marqué ici qu'ailleurs, le respect des anciens. Plus encore s'ils sont savants. Respect que je sais est partagé par Gilbert. J'ai donc proposé d'ouvrir et de clore ce dialogue de l'amitié savante par les voix de Gilbert Grand-Guillaume et de Mohamed Harbi. Interviendront successivement ensuite Jean-Paul Chagnolot, Frédéric Abécassis et Tahar Khalfoun, entre ces deux pôles du magistère. Gilbert, au pluriel. Entre nos deux maîtres, savants et sages,
Gilbert non plus ne détestait pas le mot shir. Enfin, savant, c'est sûr. Toujours sage, ça, c'est moins sûr. Voilà, je donne la parole sans plus tarder à notre ami Gilbert Grand-Guillaume. Oui, il marche. Oui, alors merci Omar et merci à l'IREMO d'avoir organisé cette soirée d'hommage à notre ami Gilbert Meignier. Avant de parler de mon propre témoignage, voilà, il faut le... Oui, mais c'est... Voilà. Bon, avant de donner mon propre témoignage, je voudrais transmettre les excuses de Nelly Forgette. Nelly Forgette, qui m'a envoyé un mail parce qu'elle aurait voulu être avec nous ce soir, mais elle est actuellement en Algérie. Pour ceux qui ne la connaissent pas trop, c'était une collaboratrice de Germaine Tillon dans les centres sociaux en Algérie durant la guerre d'Algérie. Elle avait été arrêtée et torturée pendant la bataille d'Alger. Et elle a été toujours aux côtés de Germaine Tillon. Elle m'a, dans le mail qu'elle m'a adressé, elle me dit que Gilbert Meignier était un homme ouvert et chaleureux. Il a été un des rares historiens actuels de l'Algérie à garder contact avec Germaine Tillon. Voilà. Donc je transmets ses regrets de ne pas être avec nous ce soir. Voilà. Quant à moi, eh bien, j'ai connu Gilbert Meignier depuis très longtemps. Donc ça, on remonte à Oran, au lycée Pasteur d'Oran, en 1967, à la rentrée de 1967. Donc, j'arrivais donc à ce lycée d'Oran comme professeur d'arabe. Gilbert y arrivait comme... ils étaient tout un groupe de jeunes agrégés, historiens. Et donc Gilbert y arrivait comme professeur d'histoire, d'autres aussi. Et voilà, donc c'est là que nous nous sommes connus. Moi, j'avais réussi à réveiller un peu chez mes élèves l'amour de la langue arabe, et de sorte que le proviseur m'avait demandé de donner des cours du soir, de rattrapage le soir. Et donc, je donnais le soir cours d'arabe, parallèlement à ce que je donnais dans les classes. Et Gilbert était venu à ces cours. Et c'est là qu'il a commencé à apprendre l'arabe. Donc, il me disait toujours que j'étais son premier professeur d'arabe. Il a été beaucoup plus loin par la suite. Mais enfin, c'est là que tout a commencé. Donc, il y a encore des témoins de cette époque, puisque nous avons ici avec nous Rahmouna, qui était une de ces étudiantes de cette époque, de ces gens qui étaient en terminale et qui, quand même, s'accrochaient à la langue arabe et à son apprentissage, alors que moi, j'étais plein d'admiration pour eux, parce qu'ils n'avaient pas besoin ça ne leur apporterait pas de points supplémentaires au bac, mais c'était vraiment... j'avais suscité en eux une espèce d'intérêt, de goût pour la langue arabe, ce qui était assez... Sans lever tous les secrets, Rahmouna, c'est mon épouse. Voilà. Durant cette époque, Gilbert préparait déjà sa thèse sur les anciens combattants de la guerre de 14, là, sur leurs souvenirs, et plusieurs fois il m'avait demandé de l'accompagner sur le terrain. Donc il était toujours tout feu, tout flamme, tout enthousiaste. Et je me souviens que un jour, au coin d'un champ, là, nous avions rencontré un paysan algérien, et Gilbert, lui, était jeune à ce moment-là, dynamique et tout ça, progressiste. Il s'attendait à ce que ces anciens combattants disent pire qu'apprendre de la France. Alors donc nous avons interrogé ce paysan, mais alors
tout d'un coup, il nous dit, mais oh là là, c'était la bonne époque, c'était le bon temps. Alors, Gilbert était un peu renversé par ce genre de témoignage en sens inverse, enfin, de ce qu'il pensait. Voilà, donc nous avons passé cette année 67-68 avec Gilbert et Pierrette, qui était déjà là-bas. Et donc après, avec Gilbert, nous sommes un peu perdus de vue parce que au bout d'une année, je suis resté à Oran, mais lui est parti à Constantine. Et après, il a fait tout un parcours, quelques années, venu en France, il a rencontré Jean-Paul Chagnolot et d'autres. Enfin, donc, moi, je l'ai un peu perdu de vue et j'ai un peu repris contact avec lui lorsqu'il a fait il y a eu un colloque à Nancy que vous aviez organisé. Et puis après un autre colloque à Lyon avec Frédéric. Et donc, voilà. Et après à partir de ce moment-là, nous avons été très souvent en contact puisque nous avons passé des vacances aussi, une semaine avec Pierrette. Enfin, c'était... et puis, on échangeait beaucoup de mails. Enfin, lui était toujours partant pour tout. Et... voilà. Et alors, dans la dernière période, c'est-à-dire en octobre 2016, là, donc j'avais organisé un voyage en Iran. Et donc j'avais envie il nous manquait encore des personnes là, pour le petit groupe de 6. Et j'ai proposé à lui, à Pierrette, si ça les intéresserait de venir. Et ils ont été tout à fait enthousiastes. Ils sont venus avec nous. Et donc nous avons passé ce grand voyage en Iran, là, donc en mois d'octobre 2016, avec Gilbert et Pierrette. Gilbert était déjà malade parce que une fois qu'on était sur le terrain là-bas, Pierrette m'a dit une fois, oh là là, heureusement qu'on avait décidé avant de venir, sinon on ne serait pas venu. Il commençait à être fatigué, et tout ça. Et puis là. Mais enfin, il a quand même bien profité de ce voyage. Je suis content que finalement ils aient eu cette échappée sur un monde comme ça qui est quand même assez intéressant. Bon, ben voilà, maintenant, ce qu'il faut que je parle de... Tu m'avais dit qu'il avait été étonné à propos de la langue. Que Gilbert avait été étonné à propos de la langue. La langue arabe? Oui, en Iran. Ah oui, non, oui, ben, c'est-à-dire Gilbert aimait tellement la langue arabe qu'il voulait toujours s'en servir, en parler. Et alors, je lui avais bien dit, ne dis pas un mot d'arabe par ici, parce que c'est un peu comme parler arabe en Kabylie. Enfin, on est aussi mal vu. Et donc, donc je passais souvent, je lui dis, essayer de réprimer de son expression en arabe. Ça lui a quand même échappé vers la fin, où on visitait un grand mausolée à Shiraz. Et puis, donc, il y avait un ingénieur iranien qui nous avait accompagnés, parlant anglais, tout ça. Et à la fin, Gilbert a comme tenu à le remercier en arabe. Alors notre guide, qui était un homme très sympathique, il a souri, il a dit, bon, écoutez, je vous remercie, mais vous savez, nous ne sommes pas des Arabes. Voilà, donc maintenant je vais à peu près terminer quelques anecdotes sur lui, parce que c'était quelqu'un dont je me suis toujours senti très proche, et encore maintenant. Il avait une passion pour l'Algérie, c'était vraiment... il ne parlait que de ça, il parlait beaucoup, hein, ceux qui l'ont connu. Mais il avait une passion pour l'Algérie, il était vraiment toujours extrêmement intéressé, et également une passion pour la langue arabe. Et je crois que la langue arabe, pour lui, c'était un peu son affect pour l'Algérie. C'était vraiment deux choses qui liaient beaucoup et auxquelles il était très, très attaché. Il était vraiment toujours... dedans, quoi. Même quand nous étions en Iran, dans un contexte très différent, il me parlait encore toujours de l'Algérie. Et tu connais celui-ci, et tu connais celui-là. Bon, et alors... et donc, il aimait beaucoup l'Algérie. Donc, je ne vais pas parler de son œuvre ici, mais il y a vraiment, vraiment consacré... et une Algérie qu'il aimait beaucoup, à laquelle il était très attaché,
et qu'il aurait un peu voulu sortir de sa gang traditionnelle, tout ça. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger des mails avec lui vers la fin. Il était un peu agacé par cette expression « Inch'Allah ». Et il avait trouvé un substitut et il écrivait « Inch'Al-Masir », c'est-à-dire si le destin le veut, quoi. Mais enfin, comme il était très proche de l'Union rationaliste à Paris, là, il aurait pu réaliser que Inch'Allah ou Inch'Al-Masir, c'était dire la même chose. Voilà, il a le projet qui lui tenait beaucoup à cœur, c'était cette histoire d'Algérie dont il a publié 2 tomes. Et il travaillait d'arrache-pied pour le 3e. C'était un peu un crève-cœur pour lui que de ne pas pouvoir l'achever. Mais enfin, c'était... Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je veux dire. C'était un ami proche qui nous a quittés. C'était un savant, un passionné, un homme profondément généreux, mais profondément vivant. Et voilà, donc nous célébrons ensemble sa mémoire. Merci. Merci Gilbert. Ça me fait drôle d'appeler les uns les autres comme ça. Alors, je dois quand même préciser que Gilbert Grand-Guillaume est un arabisant de grand format, anthropologue, qui a fait son terrain à Nédroma, sa thèse avec Jacques Berck, s'il vous plaît, sur Nédroma, et puis ensuite sa thèse sur la politique de l'arabisation dans l'Algérie post-indépendance, membre de l'EHESS, où il a animé longtemps un séminaire passionnant auquel il m'est arrivé, quand j'étais encore à Oran, de pouvoir participer. Je donne tout de suite la parole à Jean-Paul Chagnolot. Tout le monde le connaît. Je précise simplement que nous sommes des amis depuis 45 ans ou plus, je ne sais plus. T'exagères, quelques mois tout au plus. Oui. On a été jeunes enseignants, jeunes et beaux, ou en tout cas beaux, je ne sais pas, mais jeune, lui, il était beau. De dos, c'était pas mal. Et il m'a toujours battu au tennis, et ça, c'est inacceptable, inacceptable. Il m'a toujours battu au tennis. Et donc, nous nous connaissons de longue date, et il se trouve qu'il a pris un poste comme assistant, puis comme professeur à Nancy, où évidemment il l'a rencontré. Il ne pouvait pas ne pas se rencontrer à Nancy. Bien, merci Omar. Je voudrais dire oui, je souhaitais beaucoup qu'on ait cet hommage ici, parce qu'il est venu souvent, il était membre de notre conseil scientifique, il est avec Confluence depuis longtemps. Je dois dire que, surtout en vous écoutant, Gilbert Grand-Guillaume, on est dans une situation un peu étrange. J'ai vraiment, et c'est vraiment pas des mots, le sentiment qu'il est toujours là, enfin, il est présent, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de la présence, et c'est vraiment ce que je ressens, avec émotion, vraiment beaucoup, parce qu'on se voyait pas très souvent, mais on était tout le temps en contact, comme sans doute avec beaucoup d'entre vous ici. Il était à Lyon, mais on avait beaucoup d'échanges par mail, notamment. On en reparlera d'ailleurs des mails, comme tu les as évoqués. Je crois qu'on a tous plein de choses à dire sur les mails de Gilbert. Moi, j'ai donc rencontré effectivement à Nancy, où j'étais à la fac de droit. Lui était à la fac de lettres. Et on se retrouvait, il y avait un institut qui s'appelait l'Institut d'études politiques administratives. Et on se retrouvait, là, il y avait des gens de lettres et de droit pour faire un certain nombre de séminaires, de cours. Et c'est là que j'ai rencontré, on est devenus amis. Et une anecdote un peu maladroite de ma part, mais c'est à ça que j'ai pensé. Ça devait être en 1981, il me donne sa thèse qui venait de sortir. Il y avait une thèse de 800 pages sur l'Algérie révélée. Et à Nancy, l'université, quand il y avait un moment important, un séminaire, un colloque,
prenait des salles dans une superbe abbaye qui s'appelait l'abbaye de Royaumont. Et donc, quand nous avions chose importante, l'université allait faire ça à l'abbaye de Royaumont. Et quand j'ai reçu ce livre, je lui ai dit, mais je ne veux pas le lire comme ça, il faut que j'aille prendre l'abbaye de Royaumont. Alors, il a eu cette attitude, il pensait que je me moquais de lui, mais en fait, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, qu'il me fallait un endroit superbe, somptueux, pour pouvoir lire ce monument qui était son Algérie révélée. Puis ensuite, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a milité à Nancy, et il se trouve que à cette époque, pour un parti dont j'ai oublié le nom, qui voulait changer la vie, j'étais candidat à des législatives et Gilbert était avec moi et on se battait. Et donc, tous les deux, avec une petite équipe, on a collé plein d'affiches sur Nancy. Et c'était évidemment pour essayer de gagner l'élection, mais aussi parce qu'en face, le candidat de la droite, c'est le général Bijard. Alors évidemment, ça le motivait plus encore que pour n'importe quoi. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'on a fait une campagne formidable. On l'a perdu de peu, mais on a été quand même très content de se battre. Et chez Gilbert, il y avait évidemment ce côté je reviens. Enfin bref, il participait à quelque chose qui transcendait très largement cette élection législative. Bon, et puis par la suite, on est resté très en contact et j'ai toujours été impressionné par ses qualités. Alors, on les a évoquées à plusieurs reprises tout à l'heure, mais à l'université, il y a beaucoup d'universitaires ici. Donc on sait que, comme dans tous les mondes, quels qu'ils soient, les mondes professionnels, il y a un peu de tout. Il y a quelques faiseurs ici ou là, il y a quelques gens qui sont honnêtes, qui font leur travail comme ils peuvent, et puis il y a quelques savants, quelques grands savants. Et évidemment, moi, je mettais Gilbert parmi les savants, et quand je lui disais ça, il avait toujours une moue un peu comme ça, en se refroignant. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes, je ne suis pas un savant. Et il était aussi, vous l'avez dit, polyglotte. Il parlait quoi? L'allemand, il parlait l'italien, il parlait... Un jour, un de ses colloques, ça va être à Nancy sans doute d'ailleurs, il présente le colloque sur l'Algérie, évidemment, et il le présente en plusieurs langues. Il le présente en français, évidemment. Ensuite, il le présente en allemand, parce qu'il y avait pas mal de chercheurs allemands qui étaient là. Il le présente en arabe. Et à ce moment-là, quelqu'un dans la salle se lève. Et le Kabyle, les Berbères, il se fait engueuler. Et j'ai vu, et je revois Gilbert qui était à côté de moi, tout contrit, en me disant vraiment, j'y arriverai jamais, quoi. Les contradictions de l'Algérie l'avaient rejoint comme ça, soudainement et brutalement. Et puis c'était quelqu'un comme universitaire, c'était un savant, mais c'est un savant d'une générosité inouïe. Combien de fois j'ai vu chez lui des étudiants qui pouvaient être en difficulté, qui l'hébergeaient quelquefois, enfin il les accompagnait, c'était pas simplement un directeur de thèse ou de mémoire, c'était vraiment quelqu'un qui était là tout le temps présent de manière assez prodigieuse. Et bon, et quand moi je suis parti à Paris, lui est resté à Nancy, puis ensuite il était à Lyon, et on est resté en contact étroit parce qu'il a participé à la revue Confluence depuis le début, il était très actif, et il a participé aussi à l'IREMO, dont il est membre du conseil scientifique, comme je vous le disais. Et c'est là que il y a ce lien extraordinaire que sont les mails. Et je voudrais dire un mot sur les mails de Gilbert. J'ai regardé depuis le début de l'année combien il avait envoyé de mails, alors à moi et à Pierre Blanc et à nous tous, parce que bien souvent ce sont des mails un peu collectifs. J'en ai compté 86 en 2017. Vous imaginez, quand on sait le nombre d'amis qu'il avait, le nombre de centaines de mails est toujours extrêmement précis. Et quand il envoyait, par exemple, alors je vais vous en citer un ou deux que je trouve extraordinaires, parce que quand il envoyait des notes de lecture, ce qui était tout le temps, il envoyait beaucoup de comptes rendus de lecture. Alors voilà ce que ça donnait. Je vous propose pour Confluence Méditerranée 3 comptes rendus. Et alors, ça donnait ceci, un compte rendu de 5670 signes par mon ami Intel, du livre La guerre et la paix, février 2017, 640 pages, 28 €. C'est-à-dire qu'il allait dans tous les détails, et vous aviez 4 bouquins comme ça, où il indiquait même le prix du bouquin, quoi. C'était d'une rigueur absolue, quoi. C'était formidable. Et de manière plus difficile, j'ai regardé ses vœux qu'il a envoyés à nous tous, parce que vous avez dû recevoir ce mail qui date du 6 janvier, que j'ai relu avec beaucoup d'émotion. Et je voudrais vous le lire, parce que je trouve ça très beau et ça nous emmène très loin, ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses, ça nous ramène à plein de trucs. Je vous en lis quelques extraits. C'est le 6 janvier 2017. Je vous souhaite, et mon épouse Pierrette avec moi, une année 2017
plus sereine, moins affligeante et cruelle que celle qui s'achève pour le monde entier, entre autres, sur la vue des ruines d'Alep, le massacre ou l'exil forcé des habitants de cette ville syrienne dont j'ai gardé un superbe souvenir. Nous y avions passé une semaine au printemps 1997. Pour ce qui est de la tribu Meunier, tout va bien pour le moment, pour nos enfants et nos 4 petits-enfants. Pierrette, malgré un AVC en octobre 2015, est en bonne forme. Elle est toujours infatigable dans ses engagements, à la CIMAD notamment. Moi, un peu moins bien. Et là, il raconte ses premiers ennuis de santé. Et il termine comme ça, et je terminerai là-dessus. Vous comprendrez, chers amis, ou parents, parce que c'était un mail envoyé assez... Pourquoi je souhaite vivement que cette année 2017 se termine pour moi mieux que 2016. J'espère aussi vivement que pour vous aussi, cette année 2017 se présentera au mieux. Voilà. Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Frédéric, eh bien, tu te présentes toi-même, mais c'est la relève. Lui, je trouve déjà vieux, mais pour nous, c'est la jeunesse, c'est l'histoire en marche. Une jeunesse qui a un peu de plomb dans l'aile. Tout ça, il a été avec Gilbert en 2006, la cheville ouvrière du grand colloque, pour revisiter, relancer l'histoire de l'Algérie. Donc je le remercie particulièrement. Voilà. Merci à toi Omar, et puis merci à Jean-Paul de nous accueillir ici pour cet hommage rendu à Gilbert et aussi un peu à Pierrette. Bon, je me présenterai pas parce que l'expérience en fait de cette rencontre avec Gilbert en 2005 a été, je dois dire, une expérience fondatrice, et finalement, en le racontant, c'est beaucoup moi que je vais raconter. Donc Gilbert m'a contacté en fait tout début de l'année universitaire, vers septembre 2005, parce que il avait trouvé mon nom parce que j'avais signé la pétition qui contestait la loi du 23 février 2005. Et donc c'était, je dirais, une sorte de brevet de capacité à pouvoir l'entendre. Et il était porteur d'une idée importante dans ce moment-là, qui était de faire un colloque qui restituerait ce qu'avait été l'histoire franco-algérienne dans toute sa profondeur historique. Et je dirais, alors ça faisait 5 ans en fait qu'il était à la retraite. Il habitait à l'époque Villeurbanne et il revendiquait cette appartenance villeurbanaise en refusant absolument de s'identifier à être un Lyonnais, alors qu'il avait fait ses études, en fait ses études secondaires au lycée Ampère, donc en plein centre-ville de Lyon. Et donc un moment très particulier parce que d'abord, certes, il y avait l'indignation autour de l'article 4 de la loi du 23 février, ces aspects positifs de la présence française outre-mer, qui étaient supposés être enseignés partout. Mais il y avait aussi le sentiment qu'il y avait eu un gap, un vide dans la transmission, et que la décennie noire, donc les années 90, avait en quelque sorte cassé quelque chose, plombé la recherche sur l'histoire algérienne. Et il y avait une sorte de maille à rattraper et une activité à relancer. Alors, je dirais que les deux étaient confondus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, à ses yeux, me semble-t-il, laisser aux associations mémorielles, aux politiques, le monopole de l'histoire de l'Algérie. Et qu'il fallait absolument que non seulement les historiens non seulement s'en emparent parce qu'ils l'avaient toujours fait, mais d'une part continuent de s'en emparer
et enfin et surtout fassent entendre leur voix. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet du colloque. Alors il m'avait dit qu'il avait essayé de le présenter à différentes institutions parisiennes et ça n'avait pas marché. Et il s'était tourné vers une institution, donc je dirais par opportunisme, enfin de mon côté par opportunisme, une sorte d'effet d'opportunité, une institution bien particulière qui était l'ENS, qui venait d'être délocalisée de Paris à Lyon et qui était un petit peu une institution nationale en région. Et j'insiste bien sur ces questions d'identité, d'appartenance locale, donc nancéenne, parce qu'il se présentait volontiers comme un universitaire de Nancy et il parlait beaucoup de ses collègues de Nancy. En fait, je vous ai un peu tous connus avant de vous rencontrer. Il parlait aussi donc de Villeurbanne, je l'ai dit. Il parlait aussi de Lyon par rapport à ce qu'il appelait la cage de Faraday parisienne. Et ça résonnait beaucoup avec ma propre expérience, parce que moi, je venais pas mon expérience intellectuelle, elle venait d'Égypte. J'enseignais beaucoup en province, donc j'avais des longs trajets de train. Et je voyais tout à fait ce qu'il pouvait se représenter quand il parlait de cage de Faraday, parce que très souvent, le soir, dans ces wagons de première classe, on se voyait soi-même et on ne voyait rien de ce qui se jouait au dehors. Et donc cette idée d'image réfléchie de soi-même, dont il voulait sortir, ce miroir qu'il avait envie de briser, je crois que c'est une des premières choses qui m'ont accroché dans le personnage. Parce que l'histoire telle qu'il la concevait, c'était d'abord un historien comme porte-parole du peuple. Il me semble qu'il y avait cette dimension très forte chez lui, et il a tout de suite imposé, même pas, enfin, on s'est assez retrouvés sur la même longueur d'onde, mais on a réussi à l'imposer au directeur de l'époque de l'ENS de Lyon, qui venait d'arriver, qui venait d'être nommé, et qui sentait qu'il prenait une forme de risque à lancer ce colloque assez sensible. Donc il a tout de suite imposé la présence d'associations comme co-participantes à l'organisation de ce colloque. C'est-à-dire que les associations, l'histoire était en premier lieu pour lui une histoire du peuple, bien qu'il ait écrit une histoire intérieure du FLN. Je ne suis pas certain que sa plus grande qualité ait été d'être politique. C'était vraiment une histoire du peuple, au service du peuple, et une histoire surtout pour tous. Et le fait d'avoir choisi l'ENS comme institution de formation des enseignants était une sorte donc de devoir qui m'est tombé dessus et qui, d'une certaine manière, m'obligeait totalement. Et donc ce colloque, on l'a organisé. Alors c'est de là que date notre amitié avec Tahar, avec qui ensuite s'est créé, il en parlera tout à l'heure, une autre association après 2011, une association villeurbano-lyonnaise. Mais donc on l'a organisé aussi. Alors on savait que c'était un lieu de tension, un nœud mémoriel extrêmement fort, où on se trouvait d'une certaine manière pris entre deux feux, entre des injonctions du politique, qui étaient celles de la loi du 23 février, mais aussi des associations mémorielles qui faisaient entendre leur voix et qui parfois le faisaient de façon terriblement outrancière, de façon anonyme, avec des menaces de mort. Et donc, l'enjeu consistait à organiser un cercle de complicité, un cercle de connivence entre nous qui nous permettait de résister à ces pressions et qui nous permettait de construire un espace académique où une parole libre pouvait s'échanger. Et je crois que c'est aussi... Alors, je vous ai dit, il n'y avait pas de corporatisme derrière le fait qu'il fallait absolument que les historiens se saisissent
de l'histoire franco-algérienne, c'était surtout parce que dans son épistémologie, je pense qu'il concevait l'histoire comme l'exercice même du débat démocratique. Et d'un débat démocratique qui devait être argumenté, fondé en raison. On parlait tout à l'heure de l'union rationaliste, mais un débat argumenté, fondé en raison, fondé sur des archives, et avec, au fond, alors quand j'ai appris à mieux cerner le personnage, une inquiétude de tous les instants. Gilbert, c'était un grand inquiet. Et un grand inquiet qui avait tout le temps besoin non seulement d'être rassuré, mais d'être contredit. De voir en face de lui de la contre-argumentation. Et d'où une certaine tendance parfois à de la provocation, à des formulations excessives qu'il se reprochait lui-même dans leur excessivité, mais qui appelaient en réalité très fort une relation. Et je terminerai en évoquant cette question, cette importance du lieu et la manière dont il l'a senti, enfin dont il l'a perçu, senti et dont il a en quelque sorte épousé l'Algérie, au risque même, au dire de ses enfants, qui avouait avoir été un peu jaloux de l'Algérie et du temps qu'il avait consacré à l'Algérie. Et je crois que dans le titre du premier ouvrage de sa trilogie malheureusement inachevée, hein, l'Algérie des origines, il y a comme une blessure des origines, ou en tout cas une empathie très forte entre sa propre origine de Français des marges, de Français du Briançonnais, dont une partie de la famille était du versant italien. Et donc qui considérait les nationalités comme quelque chose de très contingent en réalité. Et donc ce qui explique aussi le fait qu'il était polyglotte, qu'il était aussi bien à l'aise en italien que dans ce patois piémontais du Briançonnais. Et donc un Français des marges, et qui ensuite a fait ses études au lycée Ampère, et au lycée Ampère, il me semble que c'était sous l'occupation, et ensuite qui était parti en Algérie, dans ce qui était perçu encore à l'époque comme le prolongement de la mission civilisatrice qu'il avait transformée en mission de co-construction des savoirs. Et je crois que c'est une des clés aussi et donc un Français de la marge qui arrive à Lyon, qui a échoué à être universitaire à Paris, et qui, mais ça c'était plutôt sur la fin de sa carrière, mais qui trouvait dans l'Algérie une province qui lui rappelait sans doute sa propre province. Dans ce système, dans cette république impériale qu'il a ensuite, à laquelle il a consacré ses premiers travaux. Il me semble que l'Algérie révélée, c'est véritablement le revers de ce parcours de l'assimilation qui a été le sien lui-même et qui a été le parcours de certains Algériens. Donc quelque chose qui dirait, il y a quelque chose d'irréductible dans les origines, il y a quelque chose d'irréductible dans les peuples, dans les langues, d'où cet amour aussi de la langue arabe, et quelque chose d'irréductible qui me rappelle à moi aussi mes propres origines. Voilà la manière dont j'ai perçu, un petit peu accompagné, mais donc des années 2005 à 2017, Gilbert Meignet, son épouse, et puis ses enfants avec qui on continue, et Tahar en parlera mieux que moi, à être en relation. Merci. Merci Frédéric. Vous avez compris qu'il est enseignant à l'École normale supérieure de Lyon. Et en t'écoutant, je me souvenais qu'il avait parlé de Lyon, justement, capitale de la résistance. Et lycée Ampère,
Et puis, eh ben, autre chose qui m'échappe, si ce n'est que oui, c'était aussi un bretteur, un escrimeur. Gilbert, il aimait ferrailler jusque dans la presse algérienne, et où les coups pouvaient tomber durs, pour paraphraser la formule plus que célèbre de Bourdieu. L'histoire, c'est aussi un sport de combat, c'est sûr, et ça l'était pour lui. Tahar, merci. Je crois que Tahar est celui qui a le mieux connu Gilbert toutes ces dernières années, de très près. Gilbert et sa famille. Je l'ai rencontré brièvement pour la première fois lors du colloque organisé à Nancy. Bon, heureusement que ta mémoire est fidèle, la mienne est depuis longtemps un peu ramollie. Qui avait ceci de particulier de réunir des générations différentes, des options différentes, mais aussi d'intervenir, et c'était presque une première, sur l'Algérie post-coloniale. Car on hésitait, il y avait souvent une... je ne sais pas ce que tu en penses, Mohamed, de ton côté, mais il y avait un peu une inhibition pour les uns et les autres à avancer du côté de l'histoire de l'Algérie indépendante. Et ça a été quand même un des premiers, je crois, colloques à aller dans cette direction nécessaire. À toi. Merci. Alors, je remercie tout d'abord Jean-Paul Chaluleau et M. Carlier d'avoir pris l'initiative de rendre cet hommage à l'historien Gilbert Meignier. Je voudrais aussi présenter un peu les excuses auprès de vous de la part d'Hélène, sa fille, qui avait un empêchement, donc elle ne pouvait pas être là, mais elle tenait. Si ce n'était pas la grève, ou le mouvement de grève à la SNCF, ce serait là avec nous. Après les brillantes interventions de mes prédécesseurs, je voudrais dire que bon, tout a été dit et j'arrive en retard. Qu'est-ce que je peux dire moi de Gilbert Meignier, si ce n'est que d'abord c'est une rencontre livresque. Je lui ai lu avant de le rencontrer, de le connaître en réalité, quelques articles publiés dans la revue Naqd, auquel collaborait Mohamed, et dans la revue aussi Confluence. Pour la première fois, je l'ai rencontré, on a fait connaissance en 1998. Il m'avait invité au colloque de Nancy, à l'université de Nancy 2, sur les représentations culturelles et politiques de la société algérienne, avec d'autres invités, des historiens, des universitaires, des chercheurs, mais aussi des acteurs et des représentants de la société civile algérienne. De mémoire, je me rappelle d'un représentant de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Mahmoud, il est décédé, je regrette, il est décédé. Et aussi d'un représentant de l'association RAJ, Hakim Rdad. Oui, Hakim Rdad. Haddad ou Rdad, voilà. C'est Rassemblement Action Jeunesse. Les actes de ce colloque ont fait l'objet d'une publication en 2000 dans les cahiers de confluence de l'université de Nancy. Alors, depuis ce colloque, on est resté en contact. Et puis, il s'est installé à Villeurbanne, on parlait Frédéric, en septembre 2000. Et là, donc, on a renoué contact. Et ce rapprochement cette amitié née avec lui, a beaucoup rapproché aussi nos deux familles. Donc on se voyait régulièrement, on fêtait les fêtes de fin d'année ensemble, et l'Aïd, Innayer, etc. Donc on fêtait tout ça ensemble. Et de cette amitié, en fait, je n'ai pas de légitimité en dehors hormis celle de l'avoir connu, d'avoir partagé cette amitié avec lui pendant une vingtaine d'années. Je ne suis pas historien, je suis juriste et nul n'est parfait. Donc j'ai appris beaucoup l'histoire de mon pays grâce à Gilbert. C'est de l'échange, tant d'échanges intellectuels, politiques, et tant de rencontres, de colloques, de conférences avec lui. On finit évidemment par me marquer profondément et je lui suis très reconnaissant de m'avoir appris tant de choses sur mon propre pays.
Alors, Gilbert est décédé le 13 décembre 2017, 41 jours après la disparition de Pierrette. Ce petit bout de femme au grand cœur, qui était une militante infatigable à la CIMAD, la CIMAD pendant des dizaines d'années, je crois. Elle était présidente même de la section de la CIMAD en Rhône-Alpes. Et Gilbert était aussi très impliqué dans les activités de la CIMAD et bien d'autres associations agissant dans le tissu associatif lyonnais sur la question de la défense des droits humains, de la défense des étrangers, des migrants, Coup de Soleil, la CIMAD, AFARA et beaucoup d'autres associations. Donc, on est resté très très proches. Et je dirais que depuis donc, son installation à Villeurbanne, on a effectivement initié pas mal d'actions, de conférences, soit dans le cadre de Forcem, l'association Forcem que nous avions créée en faveur de la révolte dans les pays de la rive sud en 2011, sur la Syrie, sur la Palestine, sur l'Irak, et notamment sur les 3 pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Régulièrement, nous invitons des universitaires qui viennent donc, nous informer, nous donner donc, des analyses sur la situation qui prévaut dans ces pays de la rive sud de la Méditerranée. Alors, la formation de Gilbert, je crois savoir qu'il était agrégé d'histoire en 1966. Ensuite, il est docteur ès-lettres en 1979. Et il a soutenu sa thèse, la même année, en 1979, sous la direction d'André Nucci, le regretté André Nucci, donc sur l'Algérie révélée, et qui a fait l'objet d'une publication en 1981 chez Droz à Genève, puis d'une deuxième édition, je crois, chez Bouchen, ici à Saint-Denis, avec une préface, enfin revue, une version revue, corrigée et rehaussée, d'une préface de Pierre Vidal-Naquet et d'une postface, je crois, d'André Nucci. C'est en effet non seulement un historien et un humaniste, mais c'était un amoureux des langues. Il maîtrisait, je crois que ça a été dit, l'anglais, l'allemand, et sur le français, l'italien, le franco-provençal, l'arabe. Il a obtenu un DUG, il a obtenu un DUG de l'université de Nancy, et cette maîtrise de la langue arabe a été enrichie par 2 stages de formation linguistique. Le premier, je crois, c'était à l'Institut d'études des langues vivantes à Tunis, Bourgui Baskoul. Voilà. Et le deuxième stage d'enrichissement de la maîtrise de la langue arabe, c'était au Caire. Alors, je me rappelle encore les derniers moments que nous avions passés avec lui à la clinique protestante de Caluire à Lyon. J'irais souvent le voir, presque tous les jours, de 5h jusqu'à 20h, avec Frédéric, qui était aussi présent, mon épouse, sa fille Hélène. Alors, souvent, quand j'arrive, on échangeait très souvent sur la... Il avait une passion pour les mots, mais c'est extraordinaire. Alors, j'arrive, il me dit, est-ce que tu te rappelles du mot Esferfaya? Ah, je dis, Esferfaya, si c'est de l'arabe, ça doit être jaune, parce que Sfar, en arabe, c'est jaune, mais c'est quoi le Esferfaya? Je dis, je ne sais pas ce que c'est, Cheikh. On l'appelle Cheikh parce que Ahmed nous a appris à l'appeler Cheikh. Ah, je lui dis, mais vraiment, je ne sais pas ce que c'est que Esferfaya. Bon, il a cherché, etc. Il m'a dit, mais je n'arrive pas à le retrouver. Bon, il était très contrarié du fait qu'il n'arrivait pas à se souvenir exactement de la signification de Sfarfaya. Et moi, je dis, mais vraiment, je ne sais pas. C'est du français, c'est de l'anglais. Après, il me pose tout le temps, mais tout le temps. J'ai jamais, lors d'une rencontre, il ne m'a pas posé des questions en arabe. Il fallait qu'on trouve la signification exacte et la nuance. Alors il me dit, quelle est la différence que tu fais entre le Wassat et le Markaz? Voilà. Je lui dis, attends, Wassat et le Markaz. Je sais, parce qu'il connaît la différence. Il distingue très bien, parce qu'il connaît. Je lui dis, bon voilà. Je dis, mais tu connais très bien, le Wassat c'est le milieu, le Markaz ça peut être centre, etc. Le Markaz, voilà, milieu et centre.
Alors il me dit, alors l'Ouassatiyya. Je dis, mais attends, mais on arrive. Oui, l'Ouassatiyya. Et je lui dis, bon, je lui dis, mais tu as lu où ça, l'Ouassatiyya? Il voulait dire il voulait distinguer entre radical et modéré. Le Mu'tadil. Alors je lui dis, c'est le Mu'tadil. Voilà. Il m'a dit, d'accord. Donc il a noté, le Mu'tadil, à l'hôpital. Il notait le Mu'tadil. Bon. Et après, il s'est rappelé. Ah, il m'a dit, maintenant, ça me revient. Je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui revient? Il m'a dit, le Sfarfaya. Et Sfarfaya, c'est du franco-provençal. C'est sa langue maternelle. C'est du franco-provençal, c'est sa langue maternelle. Je l'ai entendu déjà échanger en franco-provençal dans une église à Val-d'Or. J'étais impressionné. Alors, il m'a dit, c'était dans une église, on l'a visité. Il y avait des personnes d'un certain âge. Il a pu échanger avec ces personnes. Alors après, bon, je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Il m'a dit, c'est les seules personnes avec qui maintenant j'arrive à échanger dans ma langue maternelle. Il m'a dit, mais il n'y a plus de personnes qui parlent franco-provençal. Il m'a dit, par contre, toi, dans ton village en Kabylie, mais tu parles encore berbère. Je lui dis, oui, on parle encore berbère. Il dit, voilà la chance que tu as, tu parles encore berbère chez toi. Il dit, oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, et donc, la question des langues le passionnait. Il pouvait passer... On partait très souvent à Turin, au nord de l'Italie, parfois. Et c'est impressionnant comme il a une parfaite maîtrise du piémontais, de la langue italienne. On n'avait aucune difficulté dans la communication avec eux. Donc, ce que je voudrais aussi dire, c'est... Alors, bon, je m'avance un peu en disant que sur le plan des influences qu'il a reçues, mais je dis ça avec beaucoup de précaution et de prudence, et je le dis sous le contrôle des historiens pas ici présents. C'est Gilbert, dans son parcours d'apprentissage du métier d'historien et d'intellectuel, qui a pris des positions publiques très fortes, notamment en 1961, puisqu'il a organisé une marche avec son ami Jean-Loup Salette dans le cadre des activités de l'UNEF, de la place Guillotière jusqu'à la place Guichard à Lyon, une marche de soutien au peuple algérien dans son combat pour la libération, en dénonçant la torture, etc. Il a été arrêté, puis ensuite il a été relâché, enfin les deux ont été relâchés, lui et Jean-Loup Salette, qui étaient les deux responsables de l'UNEF en 1962. Je crois pouvoir dire qu'il a été influencé par deux historiens et un courant de pensée de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Alors, le premier, c'est Pierre Vidal-Naquet. Même si Pierre Vidal-Naquet n'est pas un spécialiste de l'Algérie, je crois, il a surtout travaillé sur la Grèce antique, il a beaucoup influencé son engagement, etc. Je crois qu'il le tient beaucoup de Pierre Vidal-Naquet concernant la torture. Gilbert peut s'engager là où il y a eu souffrance humaine, là où il sent qu'il y a une cause à défendre. Gilbert n'hésite pas à être palestinien, à être syrien, à être algérien, etc., pour défendre la dignité humaine. Le deuxième historien qui, je pense, l'avoir aussi influencé, c'est André Nucci. André Nucci, que j'ai rencontré, que j'ai connu d'ailleurs grâce à lui, et c'est son directeur de thèse. Il a fait lui-même une thèse sur c'est une enquête sur le niveau de vie des Algériens dans le Constantinois, de la conquête jusqu'à 1919. Et le premier historien, je pourrais dire, qui a fait de l'histoire sociale et économique. Il a une approche très substantielle de l'histoire. Gilbert, on retrouve cette empreinte de André Nucci, soit dans l'histoire intérieure du FLN, et d'ailleurs l'historien Mohamed Harbi nous donne une indication très, très précise quant à cette approche substantielle, en tenant compte des données sociales, économiques et politiques du contexte, en l'occurrence l'Algérie, pour lequel il a consacré de nombreuses et très très riches études. On retrouve Mohamed Harbi dans sa préface à l'histoire intérieure du FLN, je parle sous son contrôle, a relevé quelque chose de remarquable, en disant qu'un historien, Gilbert Meignier, a su déceler non seulement la matrice profonde du fonctionnement et dysfonctionnement du FLN,
mais aussi les rapports entre le FLN et la société. Il n'hésite pas à introduire, à intégrer les données économiques, les données sociales, les données politiques du contexte Et ça, je crois qu'il le tient beaucoup de l'historien André Nucci. Alors, la troisième influence, je crois pouvoir dire aussi qu'il est influencé par un courant de pensée qui a un ancrage très fort en France, un ancrage historique très très fort. Ce courant de pensée, on peut citer les Saint-Simoniens, ou alors même quelques orientalistes, ou l'expédition de Napoléon Bonaparte en 1798, ce courant de pensée œuvre depuis maintenant des siècles à trouver cette rencontre féconde et fondamentale entre l'Orient et l'Occident. Les Saint-Simoniens appellent ça, les plus connus sont Prosper Enfantin et Ismaël Urbain dans le cas d'Algérie, ils appellent ça une rencontre féconde, c'est-à-dire que l'Occident est le père et l'Orient est la mère. Et cette rencontre peut féconder l'Orient et peut effectivement rattraper son retard. Et Jacques Berg a bien saisi ce phénomène et j'allais dire, cette quête de rencontre fondamentale entre l'Orient et l'Occident, en disant que les officiers, d'abord les ingénieurs et officiers saint-simoniens, ont cherché à construire, d'abord en Égypte et en Algérie, non sans un résultat estimable. Il a écrit... je crois que Gilbert est aussi à la rencontre, a œuvré aussi à sa façon, bien entendu, à sa façon, selon ses moyens, à la rencontre de l'Orient et de l'Occident, à sa manière, mais en tout cas, il n'a pas lésiné, il n'a pas ménagé ses efforts pour que, à travers notamment la maîtrise de la langue arabe, à travers ses travaux, à vouloir aider ou à vouloir féconder cette culture qui a transmis la pensée helléniste, etc., à l'Occident. Je crois qu'il a eu effectivement ces trois influences, peut-être aussi d'autres, mais je ne saurais pas rentrer trop dans le détail. Je crois aussi pouvoir dire, en ce qui concerne donc ces travaux, qu'il a ouvert, après bien évidemment les travaux de Charles-Robert Ageran, Charles-André Julien, André Nucci, une voie et un espoir, parce que ce sont les premiers historiens à avoir pris leur distance avec l'école coloniale de l'histoire de l'Empire. Ce sont ces premiers historiens, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, du peu de choses que je connais en histoire, notamment l'histoire d'Algérie, ce sont les premiers historiens qui ont pris leur distance. Et Gilbert est dans la continuité de ces historiens qui ont pris leur distance avec l'école coloniale de l'Empire, et ils ont ouvert la voie, leurs travaux ont ouvert la voie à une histoire partagée entre l'Algérie et la France. Et l'espoir, ils ont aussi suscité de l'espoir de voir un peu des jeunes historiens, je pense notamment en France à Raphaël Branche ou d'autres, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a des jeunes historiennes, des jeunes historiens qui, des deux côtés, qui peuvent notamment élargir cette brèche bien évidemment en travaillant à une rencontre entre la France et l'Algérie, mais dans un cadre apaisé et dans le cadre d'une histoire partagée. Donc, la deuxième chose que j'ai retenue en ce qui concerne le rapport à l'Algérie, c'est ce manuel d'histoire. On a écrit un papier ensemble en hommage à Guy Pervier, qu'il a appelé de ses voeux depuis maintenant des années, qu'il luttait, qu'il écrivait qu'un manuel d'histoire franco-algérien, à l'instar du manuel d'histoire entre la Palestine et Israël, écrit à plusieurs mains, dont la préface a été faite par Pierre Vidal-Naquet, et il s'est beaucoup aussi inspiré, on a travaillé ce texte, du manuel scolaire franco-allemand. Franco-allemand, qui a beaucoup aidé au rapprochement. Les historiens des deux côtés ont mis 5 ans pour élaborer un manuel d'histoire. Et donc, il voulait absolument proposer et défendre cette idée d'un manuel scolaire d'histoire franco-algérien qui serait enseigné ici et de l'autre côté de la Méditerranée. Ça lui tient beaucoup à cœur. Je crois que jusqu'au dernier moment,
de sa vie, il voulait absolument... Et d'ailleurs, voilà, il le dit dans ce dernier livre, paru en 2017, justement, à la collection L'Iremo que dirige Jean-Paul Chaniolo, et il le dit clairement qu'en effet, c'est important qu'on se saisisse de l'expérience palestinienne et israélienne et allemande et française pour initier une démarche dans le sens d'un rapprochement par ce manuel scolaire. Je terminerai simplement sur un point qui me tient un peu à cœur, pour dire que combien il est aussi universel. C'est lors de ces derniers instants, il était en pleine conscience avec nous, on échangeait, on discutait, mais après, bon, bien évidemment, il nous a quittés, et mon épouse lui a fermé les yeux et elle lui a fermé la bouche. Inconsciemment, elle ne le savait pas. Mais par son geste, elle a marqué magnifiquement son existence hybride. Parce que ça, c'est ce qu'on fait chez les musulmans, c'est ce qu'on fait. Elle a marqué magnifiquement son existence hybride, indissolublement compénétrée, de Français algériens et d'Algériens français, et qui tenait absolument à ce que, à cette diversité, à cette pluralité d'identité dont il se réclame. Et dernier mot, au moment où nous préparons ses obsèques, j'ai échangé avec Hélène, avec sa fille. Je lui ai dit, bon, alors, bon, il y a Jacques, un protestant qui est un ami de la famille Meunier, Jacques Walter. Oui, Jacques Walter. Je lui ai dit, il faut qu'on voit avec Jacques Walter pour voir s'il peut nous trouver une salle. Et puis, bon, on organisera les obsèques de Gilbert, les amis vont venir, etc., ses amis. Et alors, Hélène a eu cette réflexion, ou ce réflexe. Elle m'a dit, mon père aurait souhaité qu'on le mette dans une mosquée, et pas dans... Je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Merci à Tahar pour ces derniers moments particulièrement émouvants. Avant de donner la parole à Mohamed Harbi, juste pour rebondir, puisque Berk a été cité, que celui-ci aimait évoquer la dualité en tension entre Héraclite et Abraham. Je me demande s'il n'aurait pas... Ah oui, pardon. Double emploi, c'est trop quand même, c'est trop. Il n'aurait pas relevé comme un signe, un terme très berkien, ce 41e jour. Berk, il aurait vu, dans son langage, Berk, il aurait vu un signe, je pense. Pas besoin de présenter Mohamed Harbi, ça va de soi. Un mot quand même, Tahar est sans doute celui, même certainement, celui qui a consacré la biographie la plus précise à Gilbert. Je n'ai pas en mémoire exactement le support, mais voilà. Donc, à toi, Mohamed. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer en 4-5 minutes de dire ce que j'ai à dire sur Gilbert Meunier, que j'ai connu en 1975 lors d'un colloque d'histoire auquel participait le général de la Bollardière, colloque d'histoire organisé par les cahiers d'histoire de Paris 8, sous la direction de Bono. Et nous avons commencé à évoquer le sort de l'histoire en Algérie, et je lui ai rappelé un reproche que Jean-Claude Vatin faisait sur le désordre qui affectait les sciences sociales en Algérie. Et ce désordre était attribué, et c'était bien dit, à des élites pressées et aussi à des gouvernements qui cherchaient, avant tout dans l'histoire, à imposer une légitimité.
Et à partir de ce moment-là, il m'a introduit dans sa famille. Je suis allé pendant des années, quand il était professeur à Nancy, le visiter, travailler un peu avec lui, échanger essentiellement sur les travaux qu'il avait faits et sur ce qu'il projetait. Et donc, nos échanges ont fini par une coopération pour un travail d'histoire sur les archives du FLN. Et à ce moment-là, j'ai commencé à discuter avec lui de cette passion qu'il avait pour l'arabe, passion qui n'était pas toujours appréciée par ses auditeurs algériens, en ce sens qu'il avait une élocution assez difficile. Alors, ils sont désolés. Je lui ai raconté l'histoire suivante, celle de Jacques Berg faisant un voyage avec Rodinson et en Syrie. Et les Syriens lui demandent ce qu'il aimerait faire en Syrie. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Il a dit, je voudrais lire de la poésie devant une assemblée d'enseignants syriens. Alors, les Syriens ont organisé cette réunion et il a été applaudi. Il lui dit, voilà la différence en Algérie, avec l'Algérie. Les Syriens reconnaissaient en lui quelqu'un qui aime la langue arabe. Les Algériens t'ont refusé ce titre. Alors la prochaine fois, tu dis 2 phrases pour commencer, qu'ils sachent que tu t'intéresses à la langue arabe, et puis après tu leur parles en français, ils seront contents. J'ai bien connu sa famille et au moins 5 de ses étudiants qui ont obtenu le CAPES et qui sont devenus des professeurs dans le bassin lorrain. Gilbert avait les qualités à la fois de l'instituteur et du médecin de famille. Il tenait ça de son père, qui était un libertaire. Il avait le sens d'un libertaire et sa maison était devenue un peu une maison ouverte, la maison de tous, et d'une manière extrêmement généreuse. Et pour conclure, je dirais encore une histoire. Après avoir travaillé pendant plus d'une année sur un ouvrage commun, il me dit, il y a quelque chose que je n'explique pas. Pourquoi cette histoire heurtée, cette histoire de sang de l'Algérie qui ne vient pas seulement de la colonisation, mais qui vient aussi des périodes antérieures. Alors je lui ai raconté l'histoire de l'unité italienne. Au moment où les Italiens ont fait le pacte d'unité entre eux, en présence de Cavour, il y a quelqu'un qui s'adresse à l'Assemblée et leur dit, voilà, nous avons fait l'Italie. Maintenant, il faut faire des Italiens. Et c'était ça, je dis, c'est ça le drame de l'Algérie. Ils ont réussi à faire l'Algérie, mais ils ont échoué à faire des Algériens. Et c'est le problème à résoudre. Merci. C'était son ambition historique, c'était de faire une histoire de l'Algérie, une histoire totale de l'Algérie. Et il n'a pas terminé son travail sur l'Algérie ottomane. Et
il m'en avait parlé au moment du décès de Pierrette. Et je lui ai dit, écoute, si tu te sens fatigué, que tu n'arrives pas à terminer ce bouquin, il y a de jeunes ottomanistes algériens, tu peux essayer de travailler avec eux et finir ce travail. Quelques jours après, je lui téléphone 48 heures avant son décès et je lui ai dit, je t'ai trouvé quelqu'un pour terminer l'ouvrage avec toi. C'est un jeune doctorant qui enseigne à Tlemcen, Ismet Touati, qui peut te servir de co-auteur. C'est un ottomaniste, non seulement c'est un ottomaniste, mais il a appris et il peut traduire l'ottoman. Et donc, cette connaissance de la langue va peut-être donner une bonne allure à ton travail. Il m'a dit oui. Et depuis, avec Hélène et notre ami Khalfoun, je me suis mis en rapport avec Touati. Et ce travail, Touati est un spécialiste du commerce du blé dans la Méditerranée. Donc, ils ont pris contact avec lui et ils ont trouvé un travail en ordre, bien ficelé, avec une problématique et déjà très avancé dans la rédaction. Et j'espère que nous aurons un jour, bientôt j'espère, ce travail qui clora la trilogie sur l'histoire de l'Algérie, l'époque romaine, l'époque arabe et l'époque ottomane. L'époque française, elle existe déjà depuis longtemps. Merci. Merci Mohamed. En fait, Gilbert y pensait depuis un bon moment. Il était conscient qu'il y avait un problème parce que l'historiographie de l'Algérie ottomane était quand même en situation de relative fragilité. Et il m'avait demandé, plusieurs années déjà avant, si je pouvais lui conseiller quelqu'un. Il y avait un petit groupe de jeunes, dont 2 jeunes filles, qui avaient appris le turc ottoman, je crois, avec Cardinal, mais je ne suis plus très sûr. Donc, en fait, cette idée, ce 3e moment de la trilogie, c'est quelque chose qu'il avait probablement dans la tête depuis longtemps. Et puis, quand tu as parlé de cet amour pour la langue arabe in situ dans le pays, dont on dit qu'il a le meilleur des Arabes parmi les Arabes, je pensais à André Miquel et Jamel Eddin Benchir, qui avaient cet amour en partage et qui récitaient des vers de conserve. Et si je pense à Benchir, c'est parce que je crois que l'Algérie ne sait pas à quel point elle a perdu 3 grands maîtres en la matière, dans la personne de Benchir, de Harkoun et de Mirad. Bon, ça c'est une parenthèse personnelle. Donc maintenant, la parole, bien entendu, est à la salle pour qui souhaite et veut la prendre. Ahmed Rouadjia, professeur d'université à l'université de Msila en Algérie. Je pense, pour ne pas répéter ce qui a été dit, je pense que les collègues ont résumé l'essentiel. Je dirais tout simplement que j'ai rencontré Gilbert Meunier dans les années 90, lorsqu'il était au Caire, en train d'apprendre la langue arabe et nourrir des relations avec les Palestiniens. Bon, bref, il m'a confié momentanément le Grémamo, en me disant qu'en son absence, le groupe de recherche, il m'a donné une attestation pour prendre en charge les réunions de Grémamo. Et il m'a dit que Chantal Jabour, c'est une femme qui travaille, une grande bosseuse, et donc tu pourras travailler avec elle en intelligence pour mener ce travail de rencontre sur le Maghreb. Je dirais tout simplement que
Gilbert était d'une probité intellectuelle rare. Ce n'était pas un homme médiatique, il ne cherchait pas la célébrité à travers les médias comme certains, comme beaucoup de chercheurs. C'est un homme appliqué, c'est un homme qui voulait faire un travail honnête, intellectuel. Il ne voulait rien écrire qui ne soit authentifié par des données vérifiables. Recoupement, la vérité, elle passe par les documents, par les enquêtes, par la vérification et le recoupement. Je ne dirai pas plus, hein, c'était un homme honnête. Il avait, bien sûr, je répéterai, pour ce qui concerne l'Algérie, il avait l'Algérie dans les tripes, et donc il avait aussi une attitude à la fois de chercheur, mais aussi de militant un peu humaniste. Et je conclus sur ce mot, et merci. Moi, j'interviens. J'ai été 23 ans au Langzo et avant, j'ai été 15 ans à Beyrouth. Et j'ai connu Gilbert Meignet plusieurs fois dans des réunions. Et il appréciait ma connaissance du Liban. J'ai travaillé aussi sur les pays du Golfe. Et ce que j'appréciais chez lui, c'est engagement total pour l'Algérie. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était une exposition à l'Institut du monde arabe. Et on avait bavardé longuement. Et je ne savais pas qu'il était si malade. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai été bouleversé parce que moi j'ai 6 ans de plus que lui et je suis encore là alors que lui n'est plus là. Voilà. Tawfiq Allal, je suis un ami de Gilbert Meignet, peut-être par rapport aux amis d'ici de date récente. Enfin, il y a eu des circonstances précises où on s'est connus par Mohamed Harbi, par l'intermédiaire de Mohamed Harbi. C'était à l'occasion de cette fameuse pétition d'appel d'historiens et quelques hommes politiques qui l'accompagnaient à propos de l'appel pour dépasser le contentieux France-Algérie. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a expliqué, parce que moi je lui ai dit, il y a la concurrence des mémoires qui est lourde. Il m'a dit non, ce stade-là, comme pour le capitalisme, on est passé à la rente mémorielle. On est passé de la concurrence mémorielle à la rente mémorielle, et c'est beaucoup, beaucoup plus redoutable. Enfin, ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'était un grand plaisir quand je passais chez lui, peut-être que certains d'entre vous l'ont partagé, c'est sa façon de me faire visiter, de nous faire visiter, parce que j'étais avec ma compagne, Brigitte, de nous faire visiter Lyon, où il me donnait l'impression qu'il avait les pieds à Lyon, où il nous retraçait les diverses strates de Lyon impressionnantes, où il fallait regarder, l'écouter, et surtout voir sa tête où elle était en Algérie. Il mêlait les narrations sur la géographie lyonnaise et l'histoire algérienne. Jamais j'ai vu ça chez une personne de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà. Mais même à Nancy, il aimait faire visiter Nancy. Et 2 ou 3 fois où nous sommes allés, donc l'Art Nouveau, etc., on a visité Nancy. Le Lyonnais n'était pas sectaire. Il ne faut surtout pas le limiter à l'Algérie. J'ai vécu avec lui la passion pour les Balkans et le sort des Balkans. Il a accompagné cette crise de bout en bout, de la même manière qu'il a suivi jusqu'à son dernier souffle la question palestinienne. Il était militant dans bien des associations sur la Palestine. Oui, on voudrait peut-être dire un mot avec Tahar, parce qu'on souhaiterait réaliser un volume de mélange à Gilbert. On a toujours des avis très divergents sur la manière dont on les souhaite, mais il y a 2 options pour l'instant qui se dégagent. Il y a un volume de mélange un peu classique où et vous êtes invités à nous contacter, Tahar et moi, pour
pour qu'on puisse centraliser ces contributions de l'ordre de 30 à 40 000 signes. Hein, voilà. Et puis, il y a une autre idée, parce qu'il y avait chez Gilbert Meignet un attachement très fort à la question de la transmission et au levier éducation nationale pour le faire. Et on se disait qu'un recueil de textes qui puisse servir de base à l'étude de l'histoire de l'Algérie et peut-être plus largement de l'histoire du Maghreb, ce serait peut-être une bonne manière de peser dans un certain lobbying pour que cette question du Maghreb, et pas seulement vue à travers l'histoire coloniale, mais vue à travers l'histoire du Maghreb en lui-même, puisse figurer au programme des concours d'enseignement. Et donc ça aussi, enfin voilà, c'est deux idées qui sont en train de germer. Je voudrais juste dire, parce qu'on parle de livres, je voudrais juste raconter en quelques mots l'histoire de son dernier livre là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, parce que c'est un peu typique de Gilbert. Gilbert donc, collaborait tout le temps avec la revue Confluence Méditerranée, puis il envoie à Pierre Blanc, le rédacteur en chef, et à moi, il envoie un projet d'article. Et Pierre lui dit, bon, c'est 30 000 signes. Et Gilbert est bon, d'accord. Et puis il envoie 107 000 signes. Et alors Pierre lui dit, c'est un peu long. Et à ce moment-là, Gilbert dit, ah oui, désolé, en plus j'ai oublié les notes, il y a 80 000 signes de notes. Et alors, du coup, on se retrouve avec 200 000 signes. Alors on lui dit, écoute, on a une petite collection, autant le sortir dans un livre. Et ça a donné ce petit livre qui s'appelle L'Algérie et la France. C'est son dernier bouquin et je trouve que l'histoire est amusante, quoi. Mais ça donne un petit bouquin sympa. Pas très intéressant, mais je veux dire. Pour Gilbert, ça, c'est pas un bouquin, c'est un article. Il faut le savoir. Qu'il avait peaufiné de longue date, repris. Bonsoir, je suis Chantal Chanson-Jabeur et puisque le Grémamo a été évoqué, je voulais simplement rappeler que le groupe de recherche sur le Moyen-Orient, le Maghreb et le Moyen-Orient, qui était à Paris 7, Gilbert Meignet en a fait partie dès les débuts et la création de ce groupe de recherche. Et il avait même proposé que nos premiers cahiers soient publiés et imprimés sur les presses universitaires de Nancy. Et nous faisions la navette entre Paris et Nancy pour aller apporter les manuscrits, pour aller ensuite rechercher les numéros. Et il nous recevait toujours admirablement. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Je voudrais ajouter deux petites choses. Mohamed Harbi parlait de son amour pour la Palestine. Nous avons fait un acte d'un numéro spécial Palestine et il a été l'un des premiers. Il s'est empressé très rapidement de nous donner un article qui est l'un des meilleurs du numéro. Et puis je voudrais rajouter quelque chose qui me tient un petit peu à cœur parce que ça me permet d'évoquer un ami qui aimait beaucoup Gilbert Meignet, qui a disparu longtemps avant lui. Et ça me permet de dire combien Gilbert Meignet avait d'attention à l'égard de ses étudiants anciens et nouveaux. Et c'est Jamel Boulbier, qui est un copain de Constantine, qui est mort quelques temps après un colloque où Gilbert Meignet l'avait invité, colloque qu'il avait fait à Lyon. Et quand il a appris le décès de Jamel, il en a été extrêmement affecté. Il a tenu à le publier malgré son absence. Voilà. Peut-être juste un dernier mot sur Gilbert pour terminer avec une note un peu plus gaie. C'est sur la question des langues, Mohamed vient d'en parler. Lors d'un hommage, je me rappelle avoir participé, enfin je l'ai aidé à rédiger un texte en arabe. C'est un hommage à Mohamed par l'université d'Oran, quoi. Et donc, il voulait faire le texte, mais en arabe. Il voulait le présenter en arabe. Donc, on a lu le texte, et puis bon, on l'a corrigé, etc. Je lui ai dit, mais voilà, tu dis 2 ou 3 mots de remerciement aux organisateurs en arabe, et puis tu fais ta conférence en français. Bon, il tenait absolument à ce qu'il montre aux Algériens qu'ils maîtrisent, qu'ils les respectent, qu'ils maîtrisent la langue arabe. Donc, il a appelé un collègue de Frédéric, Makarm Abbas, qui est enseignant à l'école normale supérieure, et il enseigne l'arabe. Donc, il a revu le texte avec Makarm Abbas. Ils l'ont corrigé, il a complété, etc. Bon, il a été donc rendre hommage à Mohamed à l'université d'Oran.
Il a présenté le texte et quand il est revenu, il m'a appelé, donc j'ai été le voir, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce Louerit Oueti? Il m'a censuré. Je lui ai dit mais écoute, c'est pas grave parce que les Oranais, les Algériens, ils comprennent parfaitement la langue française, t'aurais dû... Alors bon, ça j'ai essayé de calmer, je lui ai dit bon c'est pas grave, ça ne fait rien, tu as fait ta conférence après dans la langue arabe, dans la langue française, c'est pas... Et puis il m'a raconté autre chose. Il a été accompagné par Mohamed Amr, un jeune historien qui l'a aidé, pour acheter une valise. Il voulait acheter une valise à Oran. Alors il m'a dit, bon, il s'est adressé aux commerçants dans l'arabe littéraire. Il lui dit, min fadluka, hal astati'u an ashtari, etc. Chanta. Alors chanta, les Algériens ne connaissent pas, c'est de l'égyptien. Le commerçant, il m'a dit, mais je n'ai rien compris. Le commerçant, il me regarde. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit chanta? Il m'a dit, mais c'est comme ça qu'on appelle. Je lui ai dit, mais non, c'est de l'égyptien, c'est du dialecte égyptien, on n'appelle pas, c'est le haqiba en arabe, mais c'est pas ça. Alors le commerçant, il reprend, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors Gilbert, il fait comme ça avec l'autre, il désigne la valise. Il lui dit, je dis, ma tarif, tu veux valisa. La langue arabe, un peu il a parlé avec des Égyptiens, mais pas en dialecte. Alors il ne comprenait pas les deux Égyptiens avec lesquels il parlait, se tournent l'un vers l'autre et lui dit هذا يتكلم نحوي. Il parle comme une grammaire. Mais puisque Gilbert Grand Guillaume est là, je dois préciser que Gilbert Meignet a été un bon élève dès le départ de son ami Gilbert, qui m'a dit un jour, tu me corriges si je t'ai trahi, tu me corriges. Tu m'as dit un jour, je préfère ne pas parler le dialectal pour conserver mon bon arabe fosha. C'est ce qu'a fait ton élève Gilbert jusqu'à la fin. Pour ne pas parler valisa. Voilà. Il écrit un arabe impeccable, un arabe académique. Tahrir, il peut le diffuser aux collègues. C'est incroyable dans les années 90. Donc il écrivait un arabe très très raffiné et supérieur à la langue des Mille et une nuits, hein, je vous dirais. Hein, parce que Mille et une nuits, c'est moitié arabe, moitié dialectal. Voilà. Ça, c'est une hyperbole peut-être qui... Il avait gardé Oui. Et il avait gardé l'accent, non seulement des mots comme ça, oui. Mais également un accent. Et il m'a dit plusieurs fois qu'il se trouvait en Algérie, il a voulu parler en arabe, et l'autre, l'Algérien à qui il s'adressait, lui a dit « Nta Misri ?» Il dit « T'es égyptien ?» Il dit « Non. » Eh bien, alors, parle français. Oui, je crois que... Merci de cette assistance.